René Guénon, aperçu sur l'initiation. Chapitre 21. Des prétendus pouvoirs psychiques. Pour en finir avec la magie et les autres choses du même ordre, nous devons traiter encore une autre question, celle des prétendus pouvoirs psychiques, qui d'ailleurs nous ramène plus directement à ce qui concerne l'initiation, ou plutôt les erreurs commises à son sujet, puisqu'il en est, comme nous l'avons dit au début, qui lui assigne expressément pour but le développement des pouvoirs psychiques latents dans l'homme. Ce qu'ils appellent ainsi n'est pas autre chose au fond que la faculté de produire des phénomènes, plus ou moins extraordinaires. Et en fait, la plupart des écoles pseudo-ésotériques ou pseudo-initiatiques de l'Occident moderne ne se proposent rien d'autre. C'est là une véritable hantise chez la grande majorité de leurs adhérents, qui s'illusionnent sur la valeur de ces pouvoirs, au point de les prendre pour le signe d'un développement spirituel, voire même pour son aboutissement, alors que même quand ils ne sont pas un simple mirage de l'imagination, ils relèvent uniquement du domaine psychique, qui n'a en réalité rien à voir avec le spirituel, et ils ne sont le plus souvent qu'un obstacle à l'acquisition de toute vraie spiritualité. Cette illusion sur la nature et la portée des pouvoirs en question est le plus souvent associée à cet intérêt excessif pour la magie, qui a aussi pour cause, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, la même passion pour les phénomènes, qui est si caractéristique de la mentalité occidentale moderne. Mais ici s'introduit une autre méprise qu'il est bon de signaler. La vérité est qu'il n'y a pas de pouvoir magique, bien qu'on rencontre à chaque instant cette expression, non seulement chez ceux à qui nous faisions allusion, mais aussi par un curieux accord dans l'erreur, chez ceux qui s'efforcent de combattre leurs tendances, tout en étant non moins ignorants que du fond des choses. La magie devrait être traitée comme la science naturelle et expérimentale qu'elle est en réalité. Si bizarres ou exceptionnels que puissent être les phénomènes dont elle s'occupe, ils ne sont pas pour cela plus transcendants que d'autres. Et le magicien, quand il provoque de tels phénomènes, le fait tout simplement en appliquant la connaissance qu'il a de certaines lois naturelles, celles du domaine subtil auquel appartiennent les forces qu'il met en jeu. Il n'y a donc là aucun pouvoir extraordinaire, pas plus qu'il y en a chez celui qui, ayant étudié une science quelconque, en met les résultats en pratique. Dira-t-on, par exemple, qu'un médecin possède des pouvoirs, parce que sachant quel remède convient à telle ou telle maladie, il guérit celle-ci au moyen du remède en question ? Entre le magicien et le possesseur de pouvoirs psychiques, il y a une différence assez comparable à celle qui existe dans l'ordre corporel entre celui qui accomplit un certain travail à l'aide d'une machine et celui qui le réalise par le seul moyen de la force ou de l'habileté de son organisme. L'un et l'autre opèrent bien dans le même domaine, mais non pas de la même façon. D'autre part, qu'il s'agisse de magie ou de pouvoir, il n'y a là en tout cas, nous le répétons, absolument rien de spirituel ni d'initiatique. Si nous marquons la différence entre les deux choses, ce n'est donc pas que l'une vaille plus que l'autre à notre point de vue, mais il est toujours nécessaire de savoir exactement de quoi l'on parle et de dissiper les confusions qui ont cours à ce sujet. Les pouvoirs psychiques sont, chez certains individus, quelque chose de tout à fait spontané, l'effet d'une simple disposition naturelle qui se développe d'elle-même. Il est bien évident que dans ce cas, il n'y a point à en tirer vanité, pas plus que d'une autre aptitude quelconque, puisqu'il ne témoigne d'aucune réalisation voulue, et que même celui qui les possède peut ne pas soupçonner l'existence d'une telle chose. S'il n'a jamais entendu parler d'initiation, il ne viendra certes pas à l'idée de se croire initié, parce qu'il voit des choses que tout le monde ne voit pas, ou parce qu'il parfois fait des rêves prémonitoires, ou parce qu'il lui arrive de guérir un malade par simple contact, et sans qu'il sache lui-même comment cela peut se faire. Mais il y a aussi le cas où de semblables pouvoirs sont acquis ou développés artificiellement, comme résultat de certains entraînements spéciaux. C'est là quelque chose de plus dangereux, car cela va rarement sans provoquer un certain déséquilibre. Et en même temps, c'est dans ce cas que l'illusion se produit le plus facilement. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont obtenu certains pouvoirs, parfaitement imaginaires en fait, soit simplement sous l'influence de leurs désirs et d'une sorte d'idée fixe, soit par l'effet d'une suggestion qui exerce sur eux quelqu'un de ces milieux où se pratiquent d'ordinaire les entraînements de ce genre. C'est là surtout qu'on parle d'initiation à tort et à travers, en l'identifiant plus ou moins à l'acquisition de ces trop fameux pouvoirs. Il n'est donc pas étonnant que des esprits faibles ou des ignorants se laissent en quelque sorte fasciner par de pareilles prétentions,
que suffit pourtant à réduire à néant la constatation de l'existence du premier cas dont nous avons parlé, puisque dans celui-là, il se trouve des pouvoirs tout à fait semblables, sinon même souvent plus développés, plus authentiques, sans qu'il y ait la moindre trace d'initiation réelle ou supposée. Ce qui est peut-être le plus singulier et le plus difficilement compréhensible, c'est que les possesseurs de ces pouvoirs spontanés, s'il leur arrive d'entrer en contact avec ces mêmes milieux pseudo-initiatiques, sont parfois amenés à croire eux aussi qu'ils sont des initiés. Ils devraient assurément mieux savoir à quoi s'en tenir sur le caractère réel de ces facultés, qui se rencontrent du reste à un degré ou à un autre chez beaucoup d'enfants fort ordinaires par ailleurs, bien que souvent, par la suite, elles disparaissent plus ou moins rapidement. La seule excuse à toutes ces illusions, c'est que nul de ceux qui les provoquent et les entretiennent chez eux-mêmes ou chez les autres n'a la moindre notion de ce qu'est la véritable initiation. Mais bien entendu, cela n'en atténue aucunement le danger, soit quant aux troubles psychiques et même physiologiques qui sont l'accompagnement habituel de ces sortes de choses, soit quant aux conséquences plus éloignées, encore plus graves, d'un développement désordonné de possibilités inférieures, qui, comme nous l'avons dit ailleurs, va directement au rebours de la spiritualité. Il est particulièrement important de remarquer que les pouvoirs dont il s'agit peuvent fort bien coexister avec l'ignorance doctrinale la plus complète, ainsi qu'il n'est que trop facile de la constater. Par exemple, chez la plupart des clairvoyants et des guérisseurs. Cela seul prouverait suffisamment qu'ils n'ont pas le moindre rapport avec l'initiation, dont le but ne peut être que de pure connaissance. En même temps, cela montre que leur obtention est dépourvue de tout intérêt véritable, puisque celui qui les possède n'en est pas plus avancé dans la réalisation de son être propre, réalisation qui ne fait qu'un avec la connaissance effective elle-même. Ils ne représentent que des acquisitions toutes contingentes et transitoires, exactement comparables en cela au développement corporel, qui du moins ne présentent pas les mêmes dangers. Et même les quelques avantages non moins contingents que peut apporter leur exercice ne compensent certainement pas les inconvénients auxquels nous venons de faire allusion. Encore, ces avantages ne consistent-ils trop souvent qu'à étonner les naïfs et à se faire admirer d'eux, ou en d'autres satisfactions non moins vaines et puériles. Et faire étalage de ces pouvoirs est déjà faire preuve d'une mentalité incompatible avec toute initiation, fût-ce au degré le plus élémentaire. Que dire alors de ceux qui s'en servent pour se faire passer pour des grands initiés ? N'insistons pas, car ceci ne relève plus que du charlatanisme, même si les pouvoirs en question sont réels dans leur ordre. Ce n'est pas en effet la réalité des phénomènes comme tels qui importe ici surtout, mais bien la valeur et la portée qu'il convient de leur attribuer. Il n'est pas douteux que, même chez ceux dont la bonne foi est incontestable, la part de la suggestion est fort grande dans tout cela. Il n'y a pour s'en convaincre qu'à considérer un cas comme celui des clairvoyants, dont les prétendues révélations sont aussi loin que possible de s'accorder entre elles, mais par contre sont toujours en rapport avec leurs propres idées, ou celles de leur milieu ou de l'école à laquelle ils appartiennent. Supposons cependant qu'il s'agisse de choses tout à fait réelles, ce qui a d'ailleurs plus de chances de se produire quand la clairvoyance est spontanée que quand elle a été développée artificiellement. Même dans ce cas, on ne comprend pas pourquoi ce qui est vu ou entendu dans le monde psychique aurait d'une façon générale plus d'intérêt ou d'importance que n'en a dans le monde corporel ce qu'il arrive à chacun de voir et d'entendre en se promenant dans une rue. Gens dont la plupart lui sont inconnus ou indifférents, incidents qui ne le concernent en rien, fragments de conversations incohérentes ou même inintelligibles, et ainsi de suite. Cette comparaison est certainement celle qui donne l'idée la plus juste de ce qui se présente en fait aux clairvoyants volontaires ou involontaires. Le premier est plus excusable de s'y méprendre, en ce sens qu'il doit éprouver quelque peine à reconnaître que tous ses efforts, poursuivis parfois pendant des années, n'aboutissent finalement qu'à un résultat aussi dérisoire. Mais pour ce qui est du clairvoyant spontané, la chose devrait lui paraître toute naturelle, comme elle l'est en effet, et s'il n'arrivait trop souvent qu'on lui persuade qu'elle est extraordinaire, il ne songerait sans doute jamais à se préoccuper davantage de ce qu'il rencontre dans le domaine psychique que de son analogue du domaine corporel, ni à chercher des significations merveilleuses ou compliquées, à ce qui en est tout à fait dépourvu dans l'immense majorité des cas. À vrai dire, il y a bien une raison à tout, mais même au fait le plus infime et le plus indifférent en apparence. Mais elle nous importe si peu que nous n'en tenons aucun compte et n'éprouvons nul besoin de la rechercher,
tout au moins quand il s'agit de ce qu'on est convenu d'appeler la vie ordinaire, c'est-à-dire en somme des événements du monde corporel. Si la même règle était observée à l'égard du monde psychique, qui au fond n'est pas moins ordinaire en lui-même, sinon quant aux perceptions que nous en avons, que de divagations nous seraient épargnées. Il est vrai qu'il faudrait pour cela un degré d'équilibre mental dont malheureusement les clairvoyants, même spontanés, ne sont doués que bien rarement, et à plus forte raison ceux qui ont subi les entraînements psychiques dont nous parlions plus haut. Quoi qu'il en soit, ce désintéressement total à l'égard des phénomènes n'en est pas moins strictement nécessaire à quiconque se trouvant pourvu de facultés de ce genre veut malgré cela entreprendre une réalisation d'ordre spirituel. Quant à celui qui n'en est pas pourvu naturellement, bien loin de s'efforcer de les obtenir, il doit estimer au contraire que c'est là pour lui un avantage fort appréciable en vue de cette même réalisation, en ce sens qu'il aura ainsi beaucoup moins d'obstacles à écarter. Nous reviendrons d'ailleurs bientôt sur ce dernier point. En somme, le mot même de pouvoir, quand on l'emploie ainsi, a le grand tort d'évoquer l'idée d'une supériorité que ces choses ne comportent aucunement. Si l'on peut néanmoins l'accepter, ce ne saurait être que comme un simple synonyme de celui de faculté, qui a du reste étymologiquement un sens à peu près identique. Petite note. Ce sens originel du mot faculté est aussi celui du terme sanskrit correspondant indriya. Fin de la note. Ce sont bien des possibilités de l'être, mais des possibilités qui n'ont rien de transcendant, puisqu'elles sont tout entières de l'ordre individuel, et que même dans cet ordre, elles sont bien loin d'être les plus élevées, les plus dignes d'attention. Quant à leur conférer une valeur initiatique quelconque, ne fût-ce qu'à titre simplement auxiliaire ou préparatoire, ce serait là tout l'opposé de la vérité. Et comme celle-ci seule compte à nos yeux, nous devons dire les choses telles qu'elles sont, sans nous préoccuper de ce qui peut plaire ou déplaire à quiconque. Les possesseurs de pouvoirs psychiques auraient assurément grand tort de nous en tenir rigueur, car ils ne feraient par là que nous donner encore plus entièrement raison, en manifestant leur incompréhension et leur défaut de spiritualité. Comment en effet pourrait-on qualifier autrement le fait de tenir à une prérogative individuelle, ou plutôt à son apparence, au point de la préférer à la connaissance et à la vérité ? Petite note. Qu'on n'aille point opposer à ce qui vient d'être dit que les pouvoirs spontanés pourraient être le résultat de quelque initiation reçue en astral, si ce n'est dans des existences antérieures. Il doit être bien entendu que, quand nous parlons de l'initiation, nous entendons parler uniquement de choses sérieuses, et non point de fantasmagories d'un goût douteux. Fin de la note.